Bonjour à tous. Alors voilà, bon, j'espère que tout le monde va bien. Et du coup, on se retrouve pour un nouveau cours sur l'ennui et le meilleur des moteurs. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, j'ai fait mes petites recherches. Et du coup, on attaque sans plus tarder avec l'introduction. As-tu déjà ouvert ton téléphone sans raison? As-tu cherché quelque chose à faire sans trouver quoi? C'est ça l'ennui. C'est quoi l'ennui au juste? Une faiblesse, un luxe, un signe que tu n'es pas assez occupé? En latin, le mot vient d'indio, littéralement ce qu'on a en haine. Le mot lui-même, se traduit par notre rapport instinctif. On ne veut pas le sentir. Il y a plusieurs catégories ou types de moteurs. Numéro un, le moteur Rolls-Royce silencieux, précis, qui transforme l'énergie en mouvement maîtrisé. Les cylindres se goupillent à la perfection et à contrario, la turbine rouillée et usée qui s'emballe et détruit. L'ennui, c'est l'énergie brute. Elle est en permanence présente. La question n'est donc pas comment l'éteindre, mais comment l'embarquer, comment la transformer. Voilà, j'ai vraiment mis en parallèle la question de l'ennui et du moteur, vous l'avez compris. Numéro un, la fondation et l'ennui. Ce que l'ennui est vraiment. L'ennui n'est pas l'absence de stimulation, c'est la conscience de cette absence. Il n'est pas uniforme. Les philosophes et psychologues les distinguent en plusieurs formes. Numéro un, l'ennui situationnel. Tu attends le bus, la réunion qui dure trop longtemps, il est de passage. Voilà, c'est quelque chose qui est relatif, quoi. Ça passe rapidement. Numéro 2, l'ennui existentiel. Il a une forme plus profonde, plus sourde, qui s'installe même quand tout va bien. Celui-là est psychologiquement intéressant. Ça, on en reparlera un petit peu après. Et numéro 3, le spleen baudelairien, de Baudelaire évidemment, le poète français. L'ennui poussé à son paroxysme, une mélancolie qui écrase. Je suis le roi d'un pays pluvieux, disait Baudelaire. Donc là, on est carrément sur quelque chose qui est psychologique. Je descends un peu. Et la question qui m'est venue en tête, c'est a-t-on déjà eu tout ce qu'on voulait? Donc voilà, vacances, soirées, liberté, peu importe, vraiment tout ce qu'on voulait. Et quand même ressentir ce vide. Et bien c'est exactement ça, l'ennui. D'où vient-il? Tous les malheurs des hommes viennent de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'est Pascal qui disait ça. Pascal, le philosophe. Et il disait ça pourquoi? Parce que évidemment l'être humain cherche toujours à... on en veut toujours plus. Donc voilà, c'est ça, de ne pas savoir demeurer au calme. Pascal l'a formulé, et mieux que personne dans ses pensées, l'ennui n'est pas une faiblesse conjoncturelle, ça veut dire qu'il est une suite de coïncidences, c'est le fond même de l'existence humaine, c'est intrinsèquement en nous. Il y voit la trace de notre double nature, nous sommes des rois dépossédés, conscients d'une grandeur perdue, condamnés à errer dans une existence qui ne nous suffit jamais. Voilà, je pense que ça résume très bien le propos. Heidegger, lui, ira plus loin en 1927 dans Être et temps. L'ennui profond est l'une des rares expériences qui nous relève directement notre finitude, notre être vers la mort. L'ennui est la fissure dans le mur du quotidien par laquelle la mort nous regarde. Voilà pourquoi on en a si peur. Est-ce positif ou négatif? Les deux, selon ce qu'on en fait, parce que ce n'est pas l'ennui le problème, mais bien ce qu'on en fait avec. Dans tous les cas, on ne peut pas y échapper. Donc il va falloir soit faire avec ou l'ignorer. Mais ça aussi, on en parlera un tout petit peu plus tard. Il n'est ni bon ni mauvais, c'est un signal, comme la douleur physique indiquant quelque chose à soigner. Elle dicte un manque de sens, de direction, d'engagement. Un ennui traversé consciemment peut être un moteur. Un ennui que l'on fuit compulsivement devient destructeur. Voilà. Encore une fois, ça résume bien. J'essaie à chaque fois d'avoir des formules qui sont assez impactantes. Numéro 2, l'importance du sentiment. Pourquoi l'ennui est primordial? Un enfant qui s'ennuie n'a pas de problème à résoudre. C'est un cerveau en train de se construire. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on était plus jeune et qu'on s'ennuyait, en général, c'était le dimanche après-midi. Voilà, les parents disaient souvent, ça lui fait du bien, il va pouvoir être créatif.
Des études en psychologie montrent que les activités ennuyeuses précèdent une augmentation mesurable de la créativité. Le mécanisme est neuroscientifique. Quand on s'ennuie, le réseau par défaut du cerveau, ce qu'on appelle le Default Mode Network, s'active. C'est un réseau qui gère la rêverie, la planification à long terme et la résolution de problèmes complexes. Donc il y a une forme de projection dans ce Default Mode Network. Le même qui s'active quand on a nos meilleures idées sous la douche. Voilà, quand on chante et que d'un seul coup, tac, on a une illumination. Chez les enfants, voilà, justement. L'ennui favorise la pensée divergente, penser en dehors des cases, en somme. C'est la capacité de produire plusieurs solutions à un même problème. C'est une des formes d'intelligence. En parlant de gens intelligents, Einstein, Darwin ou Newton ont tous eu leurs insights, ce qui est en traduction française, les illuminations décisives du coup, dans des moments de relative inactivité, pas sous une pression d'une deadline, voilà, vite, à telle date je veux telle chose. D'où le rapport avec les questions existentielles, l'ennui. L'ennui est une mort qui frappe à la porte, certains l'ouvrent, d'autres, pour l'ignorer, mettent la musique plus fort ou parlent par-dessus pour l'étouffer. C'est ce lien avec l'ennui le plus fort et le plus inconfortable qui doit être à établir, car l'ennui nous renvoie à notre finitude, notre mort. Il vide le moment de tout contenu. Et dans ce vide, on se retrouve face à soi-même, sans écran de protection. Pascal encore dit concernant le divertissement, il nous faut arriver insensiblement à la mort. Donc, en fuyant l'ennui, on ne vit pas plus, on meurt plus doucement, sans s'en apercevoir. À méditer. Le tonneau des Danaïdes aussi est un excellent cas d'étude. Ces filles de la mythologie condamnées à remplir un tonneau percé pour l'éternité, où chaque série, comme chaque scroll, est un saut dans ce vide. Peut-on y remédier? 3 postures sont possibles. Elles sont à présenter comme un choix de vie. Alors, numéro 1, voilà, ça je l'ai un peu noté comme ça. 1, la fuite, voilà, le refus. Écran, alcool, suractivité, ennui différé, situation jamais résolue. Numéro 2, la neutralité, quelque chose d'assez plat, tolérer sans agir, stagnation confortable, platitude devant les événements. Et numéro 3, l'acceptation active. Donc voilà, prendre les choses en main, observer, rediriger, créer, le transformer en carburant. Donc vous voyez maintenant au parallèle avec le moteur, le modifier en puissance. Comment modifier l'ennui en avantage. Ton ennui est une énergie non dirigée, à toi de choisir où elle va. Le vrai ennemi de la procrastination n'est pas la discipline forcée, c'est de comprendre que l'inconfort et l'inaction peut devenir plus douloureux que l'action elle-même. L'ennui, bien compris, crée une pression psychologique naturelle vers le faire, l'action en somme. Les stoïciens pratiquent le privatio voluntaria, se priver volontairement de stimulation pour recréer de l'appétit. Tu n'es pas motivé, ne te divertis pas, laisse l'ennui faire son travail. D'où l'intérêt de ne pas toujours avoir des podcasts, de la musique de fond, voilà, quelque chose d'assez silencieux de temps à autre, ça ne fait pas de mal. Et notamment, même des gens à qui on peut prendre exemple, c'est-à-dire un athlète de haut niveau comme Djokovic, à la manière des moines zen, ce qu'on pourrait appeler dans la culture internet le monk mode, pratique des périodes de silence et de quasi-inactivité. Non pas pour se reposer, mais pour affûter et améliorer leur concentration. Ça, c'est très intéressant. L'ennui volontaire est un outil au service de nos objectifs. Faut-il en avoir besoin pour performer? Parce que c'est indispensable. Se battre contre soi-même, c'est le seul combat qui compte vraiment. Nous sommes nos pires ennemis. Pas universellement. Certains profils créatifs performent sous la stimulation constante. C'est du cas par cas. Mais pour la grande majorité, l'ennui est l'un des rares états qui force une concentration avec son adversaire le plus difficile à battre, soi-même. D'où la question des barrières mentales. Il relève les zones de confort, les peurs masquées par agitation. C'est dans l'ennui qu'on découvre ce que l'on veut vraiment. Parce que plus rien ne fait diversion. On casse nos barrières mentales. 3 cas. Numéro 1, l'entrepreneur. Ses meilleures idées naissent souvent dans les temps morts, quand son esprit sort de l'exécution pure et qu'il recommence à faire des liens. Chez 3M,
l'entreprise, ce principe a été intégré avec du temps laissé à l'exploration libre, ce qui a nourri des innovations comme les post-it. Voilà, c'est dans le calme et c'est dans la réflexion qu'on peut innover. C'est là où on est les plus performants. L'artiste, donc chez Kafka, voilà, qui est un auteur que j'admire énormément, l'ennui, l'attente dans le vide devient littéralement une matière littéraire. Lui, il en a carrément fait son champ limite spirituel, j'ai envie de dire. Exemple célèbre dans les romans comme Le Procès ou Le Château, il ne fuit pas ce malaise, il les transforme en œuvres. Là où des personnages évoluent dans des mondes assez lugubres, assez oppressants, lui, il en a carrément fait l'œuvre de sa vie. Et numéro 3, le sportif, comme avec l'exemple de Djokovic, dans sa discipline, l'ennui vient de la répétition des mêmes gestes et des mêmes séances. Implémenter cette pratique combat la monotonie et demande de l'autocontrôle. C'est justement là que la discipline se construit. Voilà. Et l'exemple de sportif, il est très intéressant parce que eux, ils sont obligés, ils en vivent, de faire ça tous les jours, la même chose, les mêmes gestes, etc., tout le temps. Donc là, vraiment, c'est très inspirant de savoir ça. Conclusion. Le moteur ou la rouille. Peux-tu fuir ton ennui toute ta vie ou tu peux lui demander ce qu'il a à te dire. 2 vies sont possibles. 2 moteurs même sont possibles. La première, un moteur Rolls-Royce, silencieux, puissant, qui transforme chaque moment creux en énergie dirigée vers quelque chose qui a du sens pour toi. Tes projets, ta création, ta compréhension du monde. La deuxième, une turbine rouillée, bruyante, qui tourne pour rien, comblée d'amusements qui ne nourrissent pas, de scroll infini, de divertissement, de mauvaise soupe. Ce n'est pas une condamnation du divertissement. Netflix, les jeux, les séries, etc., etc. Il y en a qui stimulent, qui éveillent, qui créent de l'empathie, mais combien en font l'effort? C'est vrai ça. Combien essayent d'en tirer quelque chose d'intéressant dans toutes ces choses, dans tout ce divertissement? Mais bon, tout le monde a le droit à du divertissement. La question n'est pas est-ce que je me divertis, mais est-ce que je me nourris et puis j'oublie. Le philosophe disait « J'essaye d'utiliser mon ennui comme moteur, même si, comme tout le monde, j'aime parfois oublier que je suis mortel. » Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. C'est un texte que j'ai pas mal travaillé. Évidemment, j'ai fait mes recherches pour essayer de structurer toute la chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ce format-là, avec l'écran que vous pouvez suivre, vous plaît. Si vous voulez également le texte en PDF, je le mettrai en lien si jamais ça vous intéresse. Voilà. Merci à tous et à la prochaine.